Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, en protéines animales, la Côte d'Ivoire veut combler 70% des besoins de consommation des populations à l'horizon 2025. Un investissement de plus de 1000 milliards de francs CFA est prévu dans le secteur halieutique. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la Présidence. On fait le point complet dans quelques instants. Le groupe turc Econ s'installe bientôt en Côte d'Ivoire. C'est une usine de production d'engrais biologiques. Le président de la compagnie a rencontré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobe Dankwasi Adjoumani assure de la disponibilité de l'État à créer les conditions de l'implantation de cette entité dans les meilleurs délais. Et puis la Côte d'Ivoire poursuit aussi la lutte contre la contrebande. Une opération réussie sur l'autoroute du Nord. Elle est menée par la sous-direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. 163 tonnes de tôle saisies. La valeur est estimée à 163 millions de francs CFA. Et puis en sport, troisième journée de la CAN Cameroun, le Nigeria fait un parcours sans faute. Les Super Eagles sont premiers dans la poule D après le 2-0 de ce soir face à la Guinée-Bissau. De son côté, l'Égypte a fait le travail. Les Pharaons qualifiés en huitième de finale après la victoire 1-0 devant le Soudan. Un conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la Présidence. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement s'est penché sur l'amélioration des conditions de travail sur les navires battant pavillon ivoirien, l'identification des gens de mer et la digitalisation des droits de trafic. La Côte d'Ivoire vise aussi l'autosuffisance en protéines animales, d'où l'adoption d'une mesure pour accélérer la réduction de la dépendance du pays. Le point complet de la rencontre avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 19 janvier, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a vu la ratification de deux conventions. Convention relative à l'identification des gens de mer et au travail maritime. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du travail maritime qui date de 2006. La ratification de cette convention permettra d'améliorer les conditions sociales et de travail sur les navires battant pavillon ivoirien et de réduire les contentieux qui pourraient exister entre armateurs et marins et valoriser donc le pavillon national. Le deuxième projet de loi autorise, quant à lui, le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer. C'est une convention qui vise à améliorer donc, les procédures d'identification des gens de mer en vue de lutter de façon efficace contre la fraude dans le cadre de contrôle d'identité du porteur, mais également en raison du trafic important des gens de mer, de lutter contre éventuellement et de prévenir, je dirais, donc les actes de terrorisme par un contrôle plus accru et plus efficace donc de l'identité donc des gens de mer. Toujours dans le secteur maritime, le Conseil a opté pour une solution informatique dans le cadre de la sécurisation du recouvrement de la redevance sur le droit de trafic et le renouvellement des équipements et matériels. C'est un contrat concession, qui est l'objet de ce décret, qui vise tout simplement donc à digitaliser le processus de facturation du droit de trafic maritime en vue d'en optimiser le recouvrement des recettes. Elle s'applique donc à toutes les formalités déclaratives qui sont relatives aux navires, notamment à la déclaration de cargaison, à la déclaration de marchandises dangereuses, au manifeste de l'équipage, aux renseignements relatifs au navire et aux données de sûreté du navire. Et puis, dans le cadre des escales des navires étrangers dans un des ports de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a défini les modalités de comptabilisation et contrôle des recettes et dépenses. Ce décret s'inscrit dans les mesures initiées par le gouvernement pour assurer la conformité de la réglementation relative aux relations financières extérieures applicables en Côte d'Ivoire avec les recommandations de l'UEMOA. Il met notamment à la charge de tout armateur ou transporteur maritime étranger
l'obligation d'ouvrir un compte d'escale dans un port ivoirien auprès d'un agent maritime ou un consignataire en vue de lutter contre les activités maritimes illicites et la fuite des capitaux. L'introduction et le transfert d'espèces aquatiques vivantes désormais soumises à autorisation. Ce décret soumet à autorisation préalable du ministre chargé des ressources halieutiques toute introduction ou transfert d'espèces aquatiques vivant dans les eaux continentales et sous juridiction ivoirienne en vue, bien sûr, de préserver notre biodiversité, mais également de protéger notre écosystème. La Côte d'Ivoire entend par ailleurs réduire considérablement la dépendance en protéines animales à travers une politique nationale de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Il s'agit ici donc globalement de lever, avec ces deux programmes, les contraintes majeures du secteur des ressources animales et halieutiques en vue d'atteindre un taux de couverture d'environ 70% des besoins de consommation des populations à l'horizon 2025. Pour ce qui est du programme stratégique de transformation de l'aquaculture, le PSTACI, il vise à faire du secteur aquacole un instrument majeur de croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. À cet effet, ce programme prévoit la création donc de zones de développement de production animale et halieutique, regroupant sur un même site tous les maillons de l'activité aquacole. Un projet pilote portant sur la création de fermes pilotes sur le lac de Koubi, le lac de Loka et à Grand Lao sera lancé dès le premier trimestre 2022. La mise en œuvre donc de ce programme, le PSTACI, permettra à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA. Le comité de pilotage Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, qui entend obtenir une meilleure rémunération de cette matière première, tient sa deuxième réunion le 21 janvier à Accra, au Ghana. Le prochain Conseil des ministres, le mercredi 26 janvier 2022. On reste dans le domaine agricole avec cette bonne nouvelle pour les producteurs. Le groupe turc Icon s'apprête à installer une entité de production d'engrais biologiques en Côte d'Ivoire. Annonce faite par son président qui a rencontré le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Vous allez l'entendre, Kobena Kwasi Adjoumani rassure les opérateurs. L'État va créer les conditions de l'implantation de cette usine dans les meilleurs délais. Le reportage de Lansine Bakayoko. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, les engrais chimiques provoquent des dégâts importants. Conséquence, les sols sont de moins en moins fertiles. Du coup, c'est l'avenir des exploitations agricoles et même des économies locales qui devient problématique. En visite à Abidjan, où ils ont été reçus par le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, les investisseurs turcs en prospection en Côte d'Ivoire envisagent la production d'engrais biologiques. On est venu de la Turquie, de la Côte d'Ivoire, pour l'agriculture de Côte d'Ivoire, pour travailler pour les deux pays. On va faire beaucoup de choses entre les deux pays. On est venu ici pour présenter notre produit, un produit qui a un micro-organisme sans chimique. Les opérateurs turcs prévoient aussi de développer la chaîne de valeur des engrais naturels et plus globalement de l'ensemble de l'écosystème agricole en Côte d'Ivoire. Des intrants appropriés devraient ainsi être mis à la disposition des agriculteurs avec des formations adaptées en lien avec la qualité des sols. Des objectifs qui cadrent avec les projections du gouvernement. Nous sommes intéressés par ce qu'ils font parce que cet engrais a fait des émules ailleurs. Et nous voulons que ce type de projet arrive en Côte d'Ivoire pour booster notre production dans tous les domaines d'activité. Et je crois qu'ils sont là, ils vont être installés en Côte d'Ivoire. Cette visite des hommes d'affaires turcs est le résultat de la mission économique effectuée par les autorités ivoiriennes en décembre 2021 à Istanbul. Même si pour l'heure le groupe privé est dans une phase d'exploration du terrain, les études préliminaires de faisabilité sont quasiment bouclées.
Des études préliminaires bouclées pour la production d'engrais biologiques en Côte d'Ivoire, des intrants qui vont bientôt aider les producteurs dans la région de Beké. Là-bas, la culture de la tomate est un puissant moyen d'autonomisation des jeunes, notamment à Lengbé. C'est dans le département de Boaké. Chaque année, ce village produit environ 6 tonnes de tomates. Avec leurs gains, ces acteurs aident au développement de la localité. Yolande Swanga, Chaltatou. Lengbé, l'un des villages du département de Boaké réputé dans la culture de la tomate. Ici, le tonnage chaque année avoisine 6 tonnes. Chacun peut se retrouver au moins 4 ou 5 millions, voire au moins 10 millions. Le chiffre d'affaires de cette culture maraîchère permet aux acteurs de cette filière agricole de contribuer au développement de la localité. Pour preuve, on assiste à la construction de bâtiments modernes. En témoigne la petite villa en état d'achèvement réalisée par le jeune Kwame Jean-Luc Yao, 25 ans, qui s'est lancé dans cette culture malgré l'opposition et le mécontentement de son père. J'ai abandonné l'école. Quand je suis venu, je me suis abonné dans la culture de la tomate. Et un peu, Dieu merci. En 2019, j'ai acheté ma petite moto qui était garée devant la boutique et puis un tricycle. Outre leur propre bâtisse, les producteurs de la tomate participent à la construction des infrastructures de base. On peut donner au moins 200 000, 300 000 pour construire à l'école ou à l'hôpital. Le chef traditionnel de Lengbé, fier de sa jeunesse qui a tourné le dos aux vices tels l'exode rural et autres méfaits au profit de leur autonomisation. Ça me fait plaisir. C'est à cause de ça que j'ai remercier les jeunes de Lengbé. L'autonomie des jeunes grâce à la culture maraîchère invite leurs frères aventuriers des grandes villes dépourvues de moyens à revoir leur position. Deux sont allés à Boisflé, Soubré. Depuis 1983, il y a plein qui sont revenus à Lengbé par rapport à la tomate. Avec la tomate, d'autres ont construit des boutiques. Cependant, tout n'est pas rose à Lengbé. La population éprouve des difficultés en matière d'eau. Pas de château d'eau. Il faut de longues distances pour trouver à boire, avec tous les risques de maladies diarrhéiques. Les femmes vont au Malgo porter de l'eau. Il y a 2 cuvettes, ça ne suffit pas. Des difficultés également pour les acteurs de la filière tomate, qui auraient pu faire la culture de contre-saison si le village était équipé en retenue d'eau. Quand il n'y a pas la pluie, deux sont obligés de se rabattre sur Thiébissou, sur Toumoudi, sur Boisflé. Parce que là-bas, c'est une zone forestière. Donc vraiment, c'est ce qui nous handicape un peu. On aurait souhaité que le gouvernement pense à nous, au moins pour avoir au moins une retenue d'eau. Depuis l'avènement de la culture de la tomate, le village fonctionne comme une ville. Les maquis et boutiques servent de lieux de divertissement et d'approvisionnement. Les jeunes de Lengbé n'envient pas leurs amis de la ville. Ils suivent aussi tous les matchs de la CAN 2021 qui se déroulent au Cameroun. Et à Lengbé, comme partout ailleurs, on suivra aussi le match des éléphants demain à 16h. Voyons ce qui se déroule du côté de Cocody. C'est la fin du litige foncier de la cité Les 10 Tours de la Riviera Golfe. Un dénouement heureux pour les riverains. L'affaire les opposait à un opérateur immobilier. Le ministre de la Construction a été en visite sur les lieux. Bruno Damanié-Koné a demandé, sans délai, la rétrocession de l'espace aux populations. Cheikh Koné. Fin du feuilleton à rebondissement qui opposait les riverains de la cité, les 10 Tours de la Riviera Golfe et la société Twins Immobilier. Un bras de fer épique soldé par une bataille juridique sans précédent qui dure depuis plusieurs années. Au cours de cette visite urgente sur le site litigieux, Bruno Damanié-Koné a sonné le clap de fin de cette crise au grand bonheur des riverains. Ce que je peux assurer aujourd'hui, c'est que désormais, à partir d'aujourd'hui en tout cas, ce terrain est totalement mis à la disposition des riverains. Nous comptons sur vous pour en faire le meilleur usage possible. Nous comptons sur vous pour le protéger. Aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est une grande fête. Nous sommes contents parce qu'aujourd'hui, les enfants doivent jubiler. Ils ont le terrain, ils peuvent faire ce qu'il y a à faire. Visiblement contrarié par cette décision inattendue, l'opérateur incriminé dit en prendre acte. Et pour le moment, en tant que propriétaire, nous ne pouvons attendre que les actions effectives qu'il prévoit soient déployées.
Donc c'est ce que nous attendons. Nous attendons de voir ce qui nous est proposé de façon effective afin que le problème soit réglé. Cette victoire, au-delà de son caractère symbolique, est une avancée notable pour la copropriété. Avec le code de la construction, l'article 380, l'alinéa 2 le dit clairement que les espaces communs sont de façon exclusive réservés à la copropriété, qui forme un syndicat de copropriété. Donc déjà dans les nouvelles copropriétés, en amont, nous réglons ce problème. J'invite toutes les anciennes copropriétés à s'organiser, à se baser sur leur règlement de copropriété avec les cahiers des charges qu'ils ont, qu'ils lisent point par point ces cahiers des charges pour comprendre leurs droits et leurs obligations. Pour rappel, cet espace d'1,1 hectare logé en plein cœur de la cité, les 10 tours de la Riviera Golf, a été cédé par l'ex-Sikoji à un opérateur immobilier contre l'avis du syndicat de copropriétaires. Cette situation met au grand jour la préservation des espaces verts et des lieux de vie à l'intérieur des cités. Bruno Nabagné-Koné entend ainsi renforcer la préservation de ces lieux. Il faut aussi préserver la cohésion sociale, une mission que mène le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, a reçu la section ivoirienne de la Fédération pour la paix universelle, dirigée par Akassaye Lazare. Les deux personnalités se sont engagées à promouvoir le vivre ensemble dans le pays. Jean-Marc Diadji. Échange dans la convivialité entre le ministre Kwadio Konan-Bertin et Akassaye Lazare, dirigeant de la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire. Ils sont désormais partenaires pour la promotion de la paix et la lutte contre les crises socio-politiques dans le pays. Un plan d'action se prépare pour accompagner la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle de voir une Côte d'Ivoire solidaire. Je suis venu voir pour demander son soutien, son accompagnement, étant entendu qu'on ne peut pas faire la paix tout seul et que pour faire la paix, il faut être à plusieurs, il faut coopérer. Et c'est ainsi que nous pouvons arriver à la réconciliation. Notre mission ici à nous, c'est d'accompagner toutes les initiatives de paix. Il va de soi que nous marquons notre accord pour accompagner cette belle initiative que nous soutenons. Et les jours à venir vont le démontrer. Fondée en 2005, la Fédération pour la paix universelle œuvre pour la cohésion au sein des populations. Présente dans plus de 120 pays, elle s'appuie sur 5 valeurs fondamentales: la croyance divine, la famille, l'éducation, le vivre pour les autres et la coopération. Et avec la cohésion, on peut parler de développement. Les 13 meilleurs jeunes de la région de Gbeke distingués pour leur abnégation au travail, des prix pour les célébrer dans les domaines du civisme, de l'entrepreneuriat, de la culture et de l'innovation. Les lauréats distingués par le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi, ces jeunes exhortés à partager leur expérience avec les autres. Soro Corona. Le meilleur jeune dans les domaines du civisme, de l'écologie, de la culture, de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la région de Gbeke célébrée. Les lauréats reçoivent leur distinction des mains du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi, des élus et cadres de la région. C'est la nuit de l'excellence initiée par le CNJCI, Conseil national régional des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous, en tant que Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, notre rôle, c'est de faire la promotion des organisations de jeunesse. C'est de faire la promotion des jeunes qui entreprennent. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas employer tout le monde. Et donc, nous devrons motiver les jeunes à entreprendre. Les lauréats voient en ces distinctions un suivi du travail accompli et une source de motivation. Je constate que les gens nous suivent. Et nous, qui avons reçu les prix, nous ne sommes que très heureux. Ce prix-là, c'est un prix qui nous motive à faire plus que ce que nous avons l'habitude de faire. Ils sont très jeunes de la région du Gbeke à s'illustrer par leur abnégation au travail. Je pense que célébrer les jeunes est une très bonne chose dans le seul but de pouvoir encourager les autres à faire comme ces derniers. Pour Jean-Claude Kwasi, parrain de cette nuit de récompense, l'excellence est une valeur que prône le président de la République Alassane Ouattara. Ce que nous souhaitons à tous ces jeunes que nous avons vus, c'est d'être excellents et d'être de grands leaders. Nous avons observé une deuxième chose, c'est que la plupart de ceux qui ont été célébrés ce soir se sont construits eux-mêmes. La nuit de l'excellence du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est à sa 4e édition. Les autorités locales s'engagent à l'élargir à de nombreux jeunes méritants.
Une formation sur la gestion des finances publiques, elle est initiée par l'Union européenne, la Fondation Konrad Adenauer et la PDH. Des acteurs de la société civile et des agents de l'État ont reçu les rudiments nécessaires pour un meilleur contrôle des actions. Espérance Diakale, Franck Dio pour nous en parler. 30 participants venus des organisations de la société civile et les agents des services publics prennent part à un séminaire de formation sur le contrôle de la gestion des finances publiques. Ce projet consiste à accompagner l'État dans sa politique d'action en faveur de la bonne gouvernance. Le projet Finances publiques, notre affaire à tous, c'est de pouvoir amener les populations à s'intéresser aux questions financières, aux questions budgétaires. Parce que généralement, non seulement ils ne s'y intéressent pas, mais ils n'ont pas vraiment d'informations là-dessus. Très souvent, on se base sur des rumeurs disant qu'il y a de tels détournements et autres. Mais il est bien que la société civile puisse rechercher l'information vraie afin de pouvoir mener un contrôle citoyen de l'action publique. Contribuer au renforcement des mécanismes de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne dans la gestion des finances publiques des acteurs et partenaires de l'État, c'est l'une des missions de ce projet. La Fondation a lancé ce projet Finances publiques, notre affaire à tous, avec une somme d'environ 1 million d'euros pour accroître les capacités des acteurs de la société ivoirienne, mais aussi pour créer plus de communication entre les différents acteurs étatiques et de la société civile. Le projet Finances publiques, notre affaire à tous, qui a débuté au mois d'octobre 2021, compte s'achever en avril 2022 et va s'étendre dans 13 autres villes du pays après Abidjan. Et puisqu'on parle de contrôle, voici une opération réussie. La saisie de tôles de contrebande d'une quantité de 163 tonnes. La valeur est estimée à 163 millions de francs CFA. L'opération s'est déroulée sur l'autoroute du Nord. Elle a été menée par la sous-direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un reportage de Dangui Dangui. C'est ici, dans cet entrepôt situé au bord de l'autoroute du Nord, au PK20, que la saisie de 163 tonnes de tôles de contrebande d'une valeur de 163 millions de francs CFA a eu lieu. C'est le résultat d'un coup de filet de la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ces tôles, telles que vous le voyez, il n'y a aucun marquage là-dessus. La qualité déjà est douteuse. Et dès notre arrivée, ceux qui se faisaient passer pour les propriétaires ont tout de suite pris la poudre d'escampette, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et donc cette saisie, elle est faite parce que nous sommes en face de tôles de couverture non réglementaires. Les enquêtes pour identifier les trafiquants afin de les traduire devant les juridictions compétentes sont en cours, selon le sous-directeur de la répression des fraudes qui appelle par ailleurs les populations à collaborer avec le ministère du Commerce dans le cadre de la lutte contre la fraude. Il faut simplement saisir les services du ministère du Commerce qui sont repartis sur l'ensemble du territoire national parce que la sécurité des consommateurs est une priorité pour nous. Nous demandons aux populations de pouvoir faire confiance au ministère du Commerce. Les marchandises faisant l'objet de contrebande constituent un grand risque pour la santé publique et la sécurité nationale, selon les experts de la question. Ce soir, un regard sur la lutte contre la Covid-19. On ne relâche surtout pas dans l'observation des gestes barrières. Voyons ce que disent les chiffres aujourd'hui. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui 123 nouveaux cas de Covid-19, 708 guéris et un décès malheureusement. À la date du 19 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 79 558 cas confirmés, dont 76 006 personnes guéries, 764 décès et 2 788 cas actifs. Au total, 7 871 602 doses administrées contre la Covid-19.
Le Comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé renforce ses capacités. Un cadre d'échange initié avec les acteurs du domaine sanitaire et de l'enseignement supérieur. La rencontre permet de partager les expériences sur des questions d'actualité. On le voit avec Jean-Marc Djadji. Pourquoi un comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé en Côte d'Ivoire et quelles en sont ses missions? Des questions sur lesquelles les acteurs de la santé sont instruits lors d'une session de formation. Finalité, sensibiliser sur l'importance des procédures d'évaluation, de l'éthique des essais cliniques et autres protocoles sanitaires. Un projet financé par le partenariat Europe Pays en développement pour les essais cliniques EDCTP. La Côte d'Ivoire poursuit sa croissance. Le domaine, la compétence de la Côte d'Ivoire dans le domaine médical augmente, s'accroît et doit s'accompagner de garde-fous, d'un accompagnement afin que la recherche puisse être bornée, puisse être guidée par des valeurs. Le Comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé s'intéresse aux questions de société soulevées par les progrès de la biotechnologie, de la médecine et de la biologie. Les sujets débattus à cette rencontre revêtent un intérêt particulier pour le ministère de tutelle. Quand vous voyez un peu les problèmes de procréation médicalement assistée, si elle n'est pas encadrée par l'éthique, il y aurait trop de dérives. Et je pense que c'est ce à quoi aussi le ministère de la Santé et l'État tout entier a pensé. Si un protocole nouveau doit mettre en péril la vie, l'existence humaine, il doit être identifié, il doit être déconseillé. Créé le 27 mai 2018, le Comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé est un organe consultatif et compte à son actif 13 membres. Le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest se réjouit du développement des infrastructures routières. Kone Vafi, face à la presse, salue les actions du chef de l'État qui permettent aux routiers de circuler plus aisément. Issa Tionayo. Qualité des infrastructures routières, libre circulation des biens et marchandises dans la sous-région, les nombreux accidents causés par les chauffeurs de transport commun, communément appelés BACA. Tous ces sujets étaient au cœur d'une rencontre entre le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, et la presse. Kone Vafi a salué le leadership du président de la République Alassane Ouattara en matière d'infrastructures routières qui facilitent le transport dans la sous-région. La route présente le développement. Mais le transport aussi, c'est le poumon de l'économie. Mais s'il n'y a pas de route là-haut, est-ce qu'il y a transport? S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport. Une route bien faite, 100 km, tu le parcours à 1 heure de temps. Mais une route de mauvais état, 100 km, tu le parcours à 4 heures de temps. Aujourd'hui, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, vers Angrier, tout est bitumé. Mais ce monsieur, il faut le remercier tous les jours. Une occasion pour Kone Vafi de revenir sur de nombreux accidents de la circulation causés par les chauffeurs de BACA. Il s'est félicité des progrès réalisés par la SOTRA pour doter la Côte d'Ivoire de véhicules de transport neufs. Massa a tellement sacrifié les Ivoiriens sur la route. C'est quoi? Le Massa là, en Europe là-bas, on ne prend pas ça pour faire transport Massa. C'est le fourgonnette. Le Massa a dépiné derrière. Il n'a pas amortisseur, il a la lame à ressort. Il n'a pas sassi. C'est à cause de quand Massa il fait des dégâts là, c'est pas petit. Mais on va continuer dans ça. Récemment décoré par la Côte d'Ivoire dans l'ordre du mérite du transport, Kone Vafi, en sa qualité du président de la CSCRAO, est reconnaissant. Il annonce un grand meeting d'hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, de tous les transporteurs ouest-africains. Ce rassemblement est prévu pour le mois de février prochain. Un acte de reconnaissance pour toutes ces actions posées en faveur du développement au profit des populations de la sous-région. Voyons le développement qui se poursuit dans le Moronou. L'axe Séchi à Nomamba, Mbato, bientôt entièrement bitumé. C'est ce qu'a annoncé le député de Hara. Un tronçon d'une 50aine de kilomètres. Nguessa Ondion en a discuté avec les populations lors du lancement de plusieurs projets dans la zone. Franck Wadio.
L'année 2022 se présente sous de meilleurs auspices pour les populations de la région du Moronou. L'un de ses fils, Nguessan Aondjon, était porteur de bonnes nouvelles lors de sa récente visite à Anoumaba. Je vous demande une ovation très nourrie pour le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Jérôme Hachi Patrick pour leur conduite très éclairée du navire Ivoire. Pour illustrer mes propos, je voudrais vous informer que ce qui était rumeur depuis un moment, la construction de la route au Chechi Anoumaba bateau sera bientôt une réalité. Les derniers dossiers sont bouclés et si Dieu le veut, dans la première semaine de ce mois de février, vous verrez les machines sur l'axe pour le début des travaux du bâtiment de cette voie. Nguessan Aondjon a offert près de 3 millions de francs CFA aux populations et a promis offrir un tricycle à chacun des 13 villages que compte la commune d'Anoumaba, y compris la construction des centres culturels et un véhicule de commandement à la brigade de gendarmerie. Il a par ailleurs assuré les populations sur la mise en œuvre des projets de développement avec l'inauguration de certaines infrastructures. On reste donc en culture avec ces pas de danse. L'Abodan, qui est une danse de réjouissance du peuple Ani, mais aujourd'hui moins en vogue, faute d'adeptes. À Djangobo, dans le département d'Abengourou, le chef de village a décidé de lui donner ses lettres de noblesse à travers l'organisation d'un festival. L'Abodan Festival a donc une visée de revalorisation de cette danse et la vulgariser en ce qu'elle est l'identité du peuple Ani, fier de sa culture. Le reportage de Yana Toubé. Ces deux jeunes filles exécutent des pas de danse que l'on appelle Abodan. L'Abodan est une danse de réjouissance très prisée en pays Ani, comme ici à Djangobo, village de la sous-préfecture de Niablé dans le département d'Ani-Beleko, région de l'Indigné-Guablé. Pour la première fois dans l'existence de cette danse, la région lui consacre un festival. L'initiative est du chef de village de Djangobo, Nanon Kofi Messou. Le festival Abodan de Djangobo est une redécouverte et valorisation de cette danse majestueuse. Filles, garçons, hommes et femmes, quelle que soit leur place dans la société, sont comme attirés et subjugués par le rythme de cette danse, dont ils ne peuvent se délivrer que dans l'esquisse de pas, en osmose avec les chansons et les sons des tambours. Tout Ani ou Akan se reconnaît véritablement en cette danse. Voilà pourquoi, en tant que fils de l'Indigné-Guablé, j'ai décidé de porter sur les fonds baptismaux ce festival pour révéler et restaurer ce que nous avons perdu. L'Abodan, danse de réjouissance qui accompagne les événements heureux dans la communauté, peut également apparaître lors des moments de tristesse comme les funérailles. Parce que selon les tenants de la tradition, il y est inscrite l'âme du peuple Ani. Ceci laisse entendre que l'Abodan attire toutes les énergies et quand cette danse s'exprime l'identité du peuple Ani. Le festival de Djangobo réaffirme cette vérité et les invités, autorités administratives et élus locaux présents à cette manifestation en relèvent le bénéfice et la portée. Le chef des villages doit promouvoir, enseigner à la génération nouvelle et future les connaissances de nos anciens. Il n'y a pas de développement si nous n'avons pas recours à nos us, aux coutumes. Ce festival parle de réconciliation, parle de cohésion. Je voudrais rassurer Nana que le ministre Pascal Abinan Kwaku accompagnera chaque année ce festival qui représente l'âme du peuple Ani. Le festival Abodan de Djangobo a relevé l'exemplaire symbiose des peuples de l'Indigné et du Guablin qui ont présenté leur version de l'Abodan, deux royaumes distincts mais formant un seul peuple et partageant la même culture et les mêmes traditions. Il se raconte même que dans les prochaines éditions, les régions du Moronou et du Sud Koumoué pourraient compter parmi les festivaliers.
L'objectif est de faire de l'abondant festival de Diangobo un élément fédérateur de ce grand ensemble géographique et culturel qu'est le district autonome du Sud Commun. Et l'actualité, c'est aussi la CAN 2021 qui se déroule au Cameroun. C'est l'étape de la 3e journée. On fait le point de ce mercredi. Le Nigeria fait un parcours sans faute. Les Super Eagles sont premiers de la poule D après le 2-0 de ce soir face à la Guinée-Bissau. De son côté, l'Égypte rejoint le Nigeria en 8e de finale. Le résumé avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Risso. Déjà qualifié en 8e de finale, après ses 2 succès, le Nigeria réalise la passe de 3. Face à la Guinée-Bissau, les Super Eagles démarrent bien la partie, sans pour autant se montrer efficaces. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Oumar Sadik est à la conclusion d'un bon service de Ainacho. À 1-0, les Bissau-Guinéens tentent de revenir dans la partie, mais s'exposent au contre des triples champions d'Afrique. Simon Moses se joue de la défense des Likaon avant de décrocher un puissant tir qui ricoche sur la barre transversale, bien suivi par William Ekong. Malgré la bonne volonté des joueurs de la Guinée-Bissau de réduire la marque, le score n'évoluera plus. 2-0, score final. Le Nigeria confirme son leadership du groupe D avec 9 points. C'est le seul pays à remporter ses 3 matchs de groupe et envoie un signal aux prochains adversaires. Dans l'autre rencontre du même groupe, l'Égypte n'est toujours pas flamboyante, mais elle assure l'essentiel. Les Pharaons seront au rendez-vous des 8e de finale après la victoire 1-0 sur le Soudan. Si Mohamed Salah a été virevoltant, le seul but du match est signé Mohamed Abdel Nomen. Un succès qui permet à l'Égypte de terminer 2e du groupe D, derrière le Nigeria. Et tout est donc clair dans le groupe D, mais qu'en sera-t-il de la poule E demain? Avec un certain Côte d'Ivoire-Algérie à 16h à Douala, Éléphants et Fenech se rencontrent pour la 9e fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match aux allures donc de retrouvailles entre de vieux adversaires. Dans la même poule à suivre, Sierra Leone, Guinée équatoriale, dont le groupe F, tout se joue à 19h avec les matchs Gambie, Mali et Tunisie, Mauritanie. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le Sage nous apprend que les grands débats sur la capacité à cultiver la terre n'ont lieu qu'en saison sèche. Dieu le voulant, on se retrouve demain.